Bonjour, je m'appelle Jean-Benoît Gambé et j'ai comme mission de développer une finance au service de la nature et de l'homme. La nature produit des éléments et des services essentiels aux êtres humains. Notre survie en dépend. Pourtant, l'activité humaine menace la biodiversité. Nous avons besoin d'une action mondiale pour infléchir la courbe de la destruction de la nature, protéger notre capital naturel et assurer l'avenir de l'humanité. Je suis convaincu que le secteur financier peut avoir un impact positif pour aider à protéger, préserver, conserver et à restaurer la nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission. Aujourd'hui, je reçois Colline Debelle, cofondatrice de Time for the Planet. Durant cet entretien, Colline nous raconte son parcours et présente Time for the Planet, une sorte de fonds d'investissement citoyen qui a pour ambition de lever 1 milliard d'euros pour créer et financer 100 entreprises pour lutter contre le dérèglement climatique. Vous allez le découvrir, Time for the Planet est un ovni. Si vous investissez dans cette société, vous ne recevrez pas de dividendes, la valeur de vos actions n'augmentera jamais et vous n'êtes pas certain de récupérer votre capital. Et pourtant, des milliers de personnes et des millions d'euros ont déjà été investis dans ce projet. Colline nous explique pourquoi, et je serais étonné qu'à l'issue de cet entretien, vous n'alliez pas vous-même investir dans cette boîte. Colline est passionnante, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Colline, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Colline, j'ai 30 ans. En ce moment, je suis parisienne et je suis une des cofondatrices de Time for the Planet, qui est le premier fonds d'investissement citoyen qui lutte contre le dérèglement climatique. Alors, avant qu'on présente un petit peu ce qu'est Time for the Planet, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Donc, moi, j'ai grandi dans le sud de la France, enfin le sud, il y en a pour qui c'est pas vraiment le sud, dans la Drôme. Et je suis venue à Paris quand j'avais 17 ans, où j'ai fait des études à Sciences Po d'abord, parce que je voulais essayer de comprendre un peu comment le monde fonctionnait. J'ai vécu aux États-Unis en échange à Berkeley, donc en Californie, où là j'ai découvert un peu l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat social. J'ai adoré ça, je suis revenue et j'ai fait un master avec HEC où là j'ai découvert un petit peu tous les outils de management et je me suis dit que c'était des outils hyper intéressants et que ça pouvait servir plein de finalités différentes. J'ai découvert la finance d'investissement lors de stages. J'ai notamment été dans le fonds d'investissement de la famille Mullier qui s'appelle Créadev, qui finance des entrepreneurs sur le long terme où j'ai tout appris. J'ai été bosser au ministère de l'Innovation. Donc, ça s'appelle pas vraiment comme ça, c'était à Bercy, mais en tout cas, c'était en charge de l'innovation dans les ministères, où j'ai découvert tous les freins à l'innovation, dans la fonction publique plutôt. Mais c'était hyper intéressant. Et juste avant de finir mes études, j'ai complètement par hasard participé à un startup week-end où j'ai rencontré mon associé avec qui j'ai lancé ma première entreprise, alors que je pensais jamais être entrepreneur. Première entreprise dans la démocratisation de la culture et des savoirs, qui s'appelle Artips, que j'ai dirigée pendant 7 ans avec mon associé. Et on l'a revendue après être montée à plus de 40 employés, plusieurs millions de chiffres d'affaires. Et j'ai rejoint Time for the Planet, donc il y a un peu moins d'1 an. Donc nouveau départ, nouvelle vie sur le dérèglement climatique qui commençait vraiment à m'angoisser terriblement et sur lequel il fallait que je fasse quelque chose. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta prise de conscience sur le dérèglement climatique ? Oui, alors c'est une vraie question pour moi de comprendre à quel moment les gens shiftent un peu dans leur tête. Et pour moi, je crois que il y a eu plusieurs étapes. La première chose, c'est que je me dis c'est dingue avec les études que j'ai faites et tout ce que je lis. Que j'ai compris que si tardivement le niveau d'urgence du dérèglement climatique, puisque je dirais que je l'ai compris il y a 2 ans. On sait tous qu'il y a un problème, mais j'avais vraiment, et très honnêtement et très naïvement, pas du tout capté le niveau d'urgence. C'est-à-dire que j'avais pas compris que ça allait se jouer sur une seule génération, à savoir la nôtre. Je pensais qu'il y avait une dizaine de générations pour résoudre le problème. Et j'avais pas du tout compris ce que voulaient dire les fameux plus 2 degrés du GIEC. Pour moi, ça voulait dire qu'il ferait 37 au lieu de 35 au bord de la piscine, quoi. Mais vraiment très naïvement. Et ça me terrorise un peu de me dire que si moi, avec tout ce que je lis, toutes les études qu'on a faites, etc., je suis pas sensibilisée à ce niveau d'urgence, on a encore un long chemin à parcourir. Et donc, comment moi, ça m'est venu ? Assez simplement, je lisais de plus en plus sur les articles dans la presse, le GIEC, etc. Et je me disais, c'est bizarre, tout le monde a l'air vraiment très alarmé.
Et j'ai suivi une conférence de Jean Covici qui a fait une leçon inaugurale à Sciences Po, donc l'école que j'avais faite, qui l'a rediffusée. J'ai regardé. Là, c'était un vrai choc. Je me suis dit, mon Dieu, si ce type a raison, il y a un tsunami qui arrive et on le regarde arriver, quoi. Et ensuite, du coup, je me suis renseignée, j'ai lu, je me suis demandé si c'était vrai. J'en ai parlé avec beaucoup de gens. Et pas mal d'amis m'ont dit, bah, bienvenue. Coucou, maintenant tu as compris. Tu fais partie des nôtres. Et là, après, c'est très difficile de continuer à vivre normalement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dissonance cognitive en se disant, mais en fait, je peux pas continuer à... Je partais au Guatemala en vacances, je prenais l'avion, je mangeais de la viande, j'adorais ma boîte de démocratisation de la culture, mais en fait, au bout d'un moment, on dort plus très bien, quoi. On se dit, mais s'il y a un si gros tsunami, pourquoi on continue de faire semblant qu'il se passe rien ? Et un autre exemple qui est marrant, c'est qu'après, j'ai découvert la fresque du climat, qui est un atelier qui sensibilise les gens et qui explique le rapport du GIEC de manière ludique. Et je l'ai fait faire à ma famille, mes parents en l'occurrence, qui aussi lisent beaucoup, enfin je veux dire, sont pas du tout coupés de l'actualité. Et ma mère m'a dit, mais Colline, si tout ce que tu dis là était vrai, 1, ça se saurait, 2, on serait tous beaucoup plus mal, 3, tous les politiques s'en occuperaient, les scientifiques ne feraient que ça, on continuerait pas du tout à vivre comme on vit. Et je trouvais ça génial qu'elle me réponde ça, parce que ça montrait encore une fois à quel point, oui, tout le monde sait qu'il y a un problème, mais le niveau du problème et les conséquences sont encore assez mal appréhendés. Pour autant, on a décidé de pas jouer là-dessus sur Time for the Planet, pas jouer sur la peur, sur faire flipper, sur expliquer que l'avenir qui nous attend est catastrophique, mais vraiment de changer le paradigme, parce que les gens en ont marre d'avoir peur et que la peur, ça inhibe l'action, et plutôt d'essayer de créer quelque chose qui soit fédérateur, porteur d'espoir. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas envie de se bouger. Si on leur dit de toute manière, c'est déjà trop tard et c'est foutu. Donc plutôt quelque chose de positif, d'enthousiasmant, dire on va construire une aventure collective ensemble. Donc c'était un peu ça mon moment. Et effectivement, sur les 2 dernières années, ça devenait de plus en plus compliqué de conserver une vie normale tout en sachant ça. J'avais l'impression de me mentir à moi-même et de plus être au bon endroit au bon moment finalement. Et donc à Time for the Planet, vous êtes 6 cofondateurs. Comment tu as rencontré les 5 autres ? Ça, c'est une histoire assez marrante. Pour dire la vérité, donc j'étais toujours associée de mon ancienne boîte et j'avais vu que sur Notre-Dame, qui avait brûlé, on avait réussi à trouver, enfin, pas nous, mais en tout cas, avait été rassemblé 1 milliard d'euros en 3 mois, juste en France, avec des milliardaires. Je m'étais dit, c'est dingue. Bon, j'adore Notre-Dame, hein, c'est un de mes monuments préférés, mais je me dis, c'est dingue qu'en 3 mois, on trouve 1 milliard pour le toit de quelque chose qui est très beau, mais qu'il n'y ait pas grand-chose qui se passe pour le climat, alors qu'il y a des milliardaires partout, mais clairement, l'ego et l'imaginaire des gens les plus riches ne va pas sur le climat, mais va sur d'autres choses. Or, c'est grave ce qui s'est passé pour Notre-Dame, mais comparé à ce qui nous attend, c'est complètement hallucinant, en fait. Et je trouvais qu'il y avait un sujet là-dessus, et je m'étais dit, il faudrait créer quelque chose qui lève 1 milliard pour le climat, auprès des gens fortunés, auprès du monde économique, auprès des milliardaires, auprès des entreprises, pour financer des projets. Sauf que j'avais aucune idée de quel projet, comment, etc. J'en avais juste parlé autour de moi, puis je continuais ma vie. Et après avoir revendu ma boîte, mon ancienne coloc m'envoie « Regarde ce truc, ça ressemble beaucoup à ce que tu voulais faire ». Et donc je regarde, c'était Time for the Planet, ça commençait à être créé, et ils annonçaient lever 1 milliard pour financer des projets. Et donc là, j'épluche toute la doc qu'ils avaient mis en ligne, et je me dis, mais mon Dieu, ils sont allés tellement plus loin et tellement plus vite que ce que je voulais faire, je vais pas faire le truc de mon côté, je vais leur écrire. Et du coup, je leur ai écrit un mail en leur racontant mon histoire de Notre-Dame, en leur disant ce que je savais faire, que je pouvais les accompagner comme eux, bénévolement pour créer Time for the Planet. Ils m'ont recontacté le lendemain, on a fait un Skype de 2 heures, et le jour d'après, j'avais une adresse mail, j'étais cofondatrice et j'avais 8 heures de réunion avec eux pour se lancer dans l'aventure. Donc je suis montée dans une fusée au bon moment, on va dire. Je pense qu'on était extrêmement complémentaires. Et depuis, on n'arrête pas tous les 6 d'essayer de faire avancer ce mouvement. Alors, on va rentrer un petit peu dans les détails de Time for the Planet. Mais avant ça, est-ce que tu peux déjà nous donner les grandes lignes ? Alors, c'est un outil citoyen pour ne plus se sentir impuissant. En gros, nous, on se sentait terriblement impuissants parce qu'on avait essayé de voter différemment, on avait un peu changé nos comportements de consommation, mais ça suffisait pas. Et surtout, avant de faire bouger 7 milliards d'êtres humains à voter différemment ou consommer différemment, ça nous paraissait très long, pas infaisable, mais très long. Et donc, on s'est dit qu'on voulait miser sur quelque chose qu'on savait faire et pour lequel on avait besoin de l'autorisation de personne, c'est l'entrepreneuriat. Parce que ça faisait 10 ans que nous aussi, on était entrepreneurs, pas du tout dans le développement durable, mais sur plein d'autres sujets. Et donc, on s'est dit, on va créer un outil à disposition des citoyens, pour tous ceux qui se sentent impuissants et qui veulent plus être spectateurs,
pour leur permettre de passer à l'action et avoir un impact mondial et très très rapide. Et donc Time for the Planet, qu'est-ce que c'est en une phrase ? C'est un fonds d'investissement citoyen, un outil citoyen, un dispositif d'urgence qui lève progressivement 1 milliard d'euros pour créer et financer avec ce milliard 100 entreprises qui sont pensées et paramétrées de A à Z pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc c'est ça qu'on fait, on existe depuis 1 an. Aujourd'hui, on rassemble déjà plus de 7000 associés, plus de 1,2 million d'euros, essentiellement des citoyens et des petites entreprises. Et voilà, en quelques mots, après je pourrais rentrer dans les détails. Mais... Alors là, ça nous donne un petit peu une big picture de Time for the Planet. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ta rencontre avec tes associés. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ? Alors c'était très particulier parce qu'on était en plein confinement. Donc en fait, je les ai rencontrés qu'au bout de 4 mois, avoir bossé avec eux à distance tous les jours. Donc ça, c'était étonnant. Il y en avait un qui était beaucoup plus petit que ce que j'imaginais, l'autre avec beaucoup moins de cheveux. Enfin bref. Et eux, ils m'ont dit, c'est marrant, t'es exactement comme nous, mais en fille. J'ai dit, bon, je sais pas comment le prendre, mais ok. Et en fait, ça a été hyper simple dès le début parce qu'on avait les valeurs alignées et que on était extrêmement complémentaires. Moi, je leur avais dit, je veux plus jamais faire de juridique, de compta ou de management. Et paf, il y en avait un qui était spécialiste de compta et de juridique. Il y en a un, j'ai dit, je veux jamais faire des réseaux sociaux, j'aime pas ça. Il y en avait un, il était influenceur et il gérait les réseaux sociaux depuis toujours. Il y en avait un qui était scientifique, on a besoin de ça puisqu'on détecte des innovations scientifiques. Il y en avait un, le CEO, Mehdi, qui lui est dans l'exécution et à l'énergie dingue, il dort jamais de lancer 1000 projets. Donc moi j'avais plus cette énergie-là d'être à l'origine de tout. Et moi je leur avais dit, moi je veux faire de la pédagogie, expliquer très clairement, représenter, m'occuper de la presse parce que ça je sais bien faire. Et puis je veux aller convaincre les entreprises de nous rejoindre, donc participer à la levée de fonds. Et en fait, c'est tout ce qu'ils savaient pas forcément faire ou qu'ils n'avaient jamais fait. Et moi, c'était tout ce que j'avais adoré faire dans ma boîte précédente. Et du coup, c'était marrant parce que tout de suite, j'ai trouvé la case dans laquelle j'allais bien. Alors après, on fait plein d'autres choses ensemble. La stratégie est pensée ensemble, etc. Et on est très multitâches parce qu'on est tous un peu entrepreneurs dans l'âme. Mais c'est vrai que c'était absolument incroyable que mes compétences soient pile celles qui leur manquaient, quoi. Vous avez un site internet qui est vraiment super bien fait. J'invite d'ailleurs tous les auditeurs à aller regarder, passer quelques minutes dessus. Et sur ce site, vous avez une roadmap qui détaille un petit peu toutes les étapes, tous les objectifs que vous vous êtes donnés. Est-ce que tu peux nous en parler quelques secondes ? Oui, alors effectivement, sur notre site internet, on a pris le pari qu'on allait tout présenter. Qu'en fait, ce qui allait convaincre les gens, évidemment, c'était ce qu'on allait réussir à faire, mais avant ça, c'était la méthode qu'on proposait. Et on a essayé de penser une méthode vraiment très différente de ce qui se fait actuellement, pour attirer les gens un peu, on appelle ça la théorie du pot de miel, mais c'est à dire on va convaincre en proposant cette méthode et on va faire adhérer plein de gens et c'est ce qui va créer du succès et ce succès attirera les suivants. Mais donc au début on avait juste 100 pages où on expliquait ce qu'on comptait faire, les gens lisaient et ils disaient oui je deviens actionnaire ou je deviens pas actionnaire. Donc notre roadmap c'était sur cette année de faire la preuve du concept. Est-ce que des gens, des associés, des gens lambda, des citoyens veulent bien mettre de l'argent sans retour financier, juste avec un retour environnemental, on pourra en reparler, une performance environnementale, et s'associer à cette entreprise? On a commencé par lancer juste un site internet et une page avec une vidéo Facebook, quoi. Et on s'est rendu compte en 2 semaines qu'on avait dépassé les 150 associés, donc on pouvait plus rester une SAS, il fallait se transformer. Donc on a changé et on a travaillé toute la gouvernance. Et donc au cours de cette année, on a fait la preuve qu'on arrivait à rassembler 7000 citoyens et plus d'1 million d'euros. Donc on fait partie des top 10 des plus gros crowdfunding, enfin c'est pas vraiment du crowdfunding, mais disons de levée participative européenne. Et donc on a réussi également à rassembler plus de 1000 bénévoles qu'on organise au sein de la Galaxie de l'Action, ça aussi je pourrais t'en reparler, et puis qu'on a réussi à fédérer un comité scientifique de renom avec le CNRS, le CEA, Negawatt, le Shift Project et plein d'autres, que des gens bénévolement pareil qui vont nous aider à trouver les meilleures innovations. Et donc, on a vraiment essayé de bâtir ce premier étage de la fusée. Et sur la suite, en 2021, on veut trouver 10 millions d'euros pour financer les 3 premières boîtes qu'on veut créer. Et le but, c'est, une fois qu'on aura appris à faire ça, industrialiser, aller beaucoup plus vite pour créer les 100 boîtes progressivement et continuer de lever en permanence ce milliard. Alors après, est-ce que le milliard, on l'aura trouvé d'ici 5 ans ou d'ici 30 ans? Aucune idée. Ça dépendra de plein de choses. Et nous, on est plutôt des entrepreneurs, donc on fait et on voit ce qui se passe au lieu de promettre des choses dont on ne sait pas si elles vont advenir. Et
Les boîtes, c'est pareil, on va pas investir sur des boîtes si on pense qu'elles sont pas top. Si on a plein d'opportunités en même temps et plein d'argent, on ira beaucoup plus vite. Si on trouve pas de choses absolument dingues, on n'ira pas, puisque c'est quand même pas notre argent, c'est l'argent des gens. Donc il y a une urgence pour agir, mais on ne sait pas à quelle vitesse on va pouvoir se déployer. Donc on montre les étapes. On met pas vraiment de calendrier parce que c'est pas facile de mettre une date, dire ça, on aura levé tant ou on aura tant d'actionnaires. Pour le moment, toutes les dates qu'on avait mises toutes les dates qu'on avait en tête, en tout cas, ont été dépassées. On a été plus vite que prévu. Est-ce que ça continuera pour la suite? Je nous le souhaite, mais aucune garantie. Et donc, on explique vraiment la méthode et les étapes sans forcément s'engager sur des dates. Et donc alors, si je deviens actionnaire de Time for the Planet ou associé, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la proposition de valeur? Et qu'est-ce qui est différent d'investir dans Time for the Planet que d'investir dans une autre société de gestion ou dans un fonds d'investissement pour le climat, etc. Alors, on a essayé de réfléchir à comment construire un outil citoyen qui permette d'avoir un maximum d'impact en un minimum de temps. Et pour ça, on a vraiment pensé à un modèle qui est unique, qui est différent, qui n'existe pas, ce qui peut parfois nous causer quelques petits problèmes. Je vais vous donner 5 éléments qui sont vraiment très différenciants. Le premier, donc, c'est que c'est un fonds d'investissement citoyen, ce qui veut dire que pour la première fois, c'est pas nous qui allons démarcher les gens, c'est les gens viennent sur le site internet et en 3 minutes, à partir de 1 euro, ils peuvent devenir associés, n'importe qui, on refuse personne. Et là-dedans, on a évidemment beaucoup de particuliers, des gens qui mettent 1 euro, 10 euros, 30 euros, 300 euros, 3000 euros, 30 000 euros, en fonction de leurs moyens. On a des étudiants qui mangent des pâtes, mais qui mettent quand même 5 euros pour suivre l'aventure. On a donc des business angels, des milliardaires, des gens qui ont plus de moyens. Mais on a aussi des entreprises, des petites, des moyennes. Là, on est en train de discuter avec des très grosses entreprises pour des très gros montants. On a des collectivités locales, on a des associations, on a des clubs de hand, on a des clubs de foot. Bref, en fait, le but, c'est de fédérer un maximum d'entités. Nous, on dit qu'il n'y a pas de héros du climat. C'est pas vrai que les entreprises sont les méchantes et que les citoyens sont formidables. Moi, dans tout ce que je fais, dans toute la journée, je me déplace, je mange, je mets des vêtements, je consomme. En fait, je pourris la planète autant que d'autres, quoi. À part en vivant dans une grotte, on émet tout le temps des gaz à effet de serre dans tout ce qu'on fait. Parce que le système économique est conçu comme ça et que 80% de l'énergie qu'on utilise vient du fossile, quoi. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'il n'y a pas de héros du climat. Et donc, au lieu de mettre dos à dos les entreprises versus les citoyens, on dit non, en fait, faut fédérer tout le monde, et même les plus émettrices de CO2. On leur dit oui, il faut qu'on vous aide. En fait, vous avez besoin d'innovation pour vous transformer. Vous êtes celle qui allait le plus en souffrir et les plus grosses responsables. Donc, si on vous aide à transformer, c'est important. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un fonds d'investissement à but non lucratif. Donc ça, c'est pareil, on promet un TRI, donc un taux de retour sur investissement à 0. C'est très étonnant parce que même dans les fonds Evergreen, il y a toujours un retour financier à un moment. Nous, ce qu'on dit, c'est on est une société à mission, mais on a inscrit dans nos statuts le fait qu'on ne distribuerait jamais de dividendes. Alors ça, je vous annonce, c'est très compliqué à faire parce qu'en fait, en France, c'est interdit de créer une entreprise qui marque dans ses statuts qu'elle distribuera pas de dividendes. C'est la loi, on peut pas le faire. Mais nous, on voulait le garantir pour dire, je vous jure qu'on distribuera jamais de dividendes. Du coup, on a été un peu créatif juridiquement et on a appris qu'on avait le droit de conditionner la distribution de dividendes. Et on s'est dit, quelles conditions seraient pas mal? Et on a dit, on distribuera des dividendes seulement le jour où on sera revenu à plus 0 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Du coup, ce sera un problème de riche et on sera absolument ravis de distribuer des dividendes ce jour-là, mais comme l'a dit Jean Jouzel il n'y a pas si longtemps, qui est un de nos associés, climatologue, c'est pas prévu pour tout de suite. Donc ça permettait de garantir l'absence de versement de dividendes. Et la deuxième chose, c'est qu'on voulait qu'il n'y ait pas de plus-value possible, ni pour les fondateurs, ni pour les associés, pour encore une fois garantir que la seule bénéficiaire serait la planète. Et du coup, nous, on émet en permanence des nouvelles actions à 1 euro. Donc mettons, toi, t'achètes 10 actions et que tu essaies de les revendre 100 euros l'une, en fait, tu vas pas trouver quelqu'un qui va te les acheter puisqu'il y a la même chose sur notre site à 1 euro. Et donc, tu garantis qu'il n'y a pas de plus-value possible. Donc, ces deux éléments garantissent à tous qu'il n'y a pas d'enrichissement et de création de patrimoine pour qui que ce soit. Et ça aligne tout le monde, en fait. C'est ce qui fait qu'on a beaucoup de bénévoles, c'est ce qui fait qu'on attire les plus grands, parce qu'il n'y a pas de doute sur pourquoi on fait ça. D'ailleurs, nous, les fondateurs, on se paye pas. On travaille 95% de notre temps sur Time for the Planet bénévolement, et ce jusqu'à ce qu'on lève 10 millions d'euros. Donc on fait quelques petites missions par-ci par-là où nos entreprises précédentes nous font vivre, mais on veut jamais qu'il y ait de doute sur le fait qu'il y en ait qui s'enrichissent, quoi. Et donc du coup, la question c'est comment tu mesures ta performance, si c'est pas de la performance financière. Et du coup, on a créé un outil qu'on appelle le taux de retour sur la planète, le TRP. Alors c'est un petit clin d'œil au TRI. Et on mesure avec un cabinet indépendant type Carbone 4
parce qu'on ne veut pas être jugé parti, on mesure combien nos 100 entreprises qu'on a créées permettent de non émettre ou de capter de gaz à effet de serre, puisque notre scope, c'est vraiment les gaz à effet de serre, le CO2, le méthane. Et donc, chaque investisseur dans Time for the Planet va savoir, pour chaque euro qu'il a mis, quel impact ça a eu sur la planète en termes de CO2 et donc de réchauffement climatique. Ça, c'est très important. Le troisième élément qu'on a changé, c'est qu'on s'est dit, OK, les fonds d'investissement, ils misent sur une équipe entrepreneuriale, mais nous, on sait qu'il y a plein d'innovations super chouettes qui sont bloquées dans les labos. Pourquoi ? Parce qu'un scientifique, c'est pas forcément un entrepreneur. En général, c'est d'ailleurs pas du tout les mêmes compétences. Donc oui, on peut prendre les scientifiques, les mettre dans des incubateurs, essayer de leur apprendre ce que c'est le marketing, etc. Mais en fait, on n'a pas le temps. Nous, 6, on a mis 10 ans à apprendre à être des entrepreneurs pas trop médiocres. Et encore, vraiment, on n'est pas parmi les meilleurs, je pense. Et parce qu'on a été accéléré, incubé, coaché, mentoré, tout ça. Mais en fait, c'est tellement d'erreurs, tellement de temps d'apprentissage qu'on peut pas se permettre sur ce sujet-là de perdre autant de temps. Et donc, on détecte des scientifiques et on leur adjoint, s'ils ont besoin, un entrepreneur aguerri du secteur. Un type qui a déjà monté une équipe de commerciaux B2B, qui a déjà fait du marketing, qui a déjà scalé, qui a déjà internationalisé des boîtes. Et en fait, le scientifique va pouvoir se concentrer sur son innovation et l'améliorer. L'entrepreneur va pouvoir lui apporter toute cette expérience. Et chacun va être compétent dans son domaine et ça va faire une équipe de cofondateurs qui va pouvoir déployer très très vite l'innovation. Et donc, une fois qu'on a créé cette équipe, un peu comme un startup studio, on finance tous les premiers tours jusqu'à 10 millions d'euros. Progressivement en fonction de leurs résultats. Comme ça, ils n'ont pas à passer 6 ou 9 mois comme nous on l'a déjà fait pour lever des fonds. Ils n'ont pas besoin de chercher et de mettre d'accord 1000 investisseurs, c'est nous qui les finançons. Le quatrième aspect qui est vraiment très différent, qui est je pense le moins intuitif et en même temps le plus puissant du modèle, c'est qu'à chaque fois qu'on finance une innovation, on dit à l'équipe, et d'ailleurs c'est dans le pacte d'actionnaires, on demande à l'équipe de cofondateurs de mettre l'innovation en open source. Donc open source, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que n'importe qui dans le monde peut nous demander une licence gratuite pour copier et commercialiser l'innovation. Du coup, nous, on ne crée pas finalement 100 boîtes, mais on crée directement 100 marchés. Pourquoi on fait ça ? Pas pour créer de la concurrence à nos boîtes. C'est parce qu'on se dit que sur ce sujet-là, sur les gaz à effet de serre, ce serait de la folie de laisser une bonne idée, une bonne innovation dans les mains d'une seule équipe. Nous, on ne peut pas se permettre de perdre sur ce combat-là. Donc les brevets, c'est très bien, en temps de paix, quand il n'y a pas de sujet, quand on a 10 générations pour résoudre un problème. Quand on n'a qu'une seule génération pour résoudre un problème, eh bien, il faut qu'on gagne à tous les coups. Donc nous, ce qu'on dit, c'est soit notre équipe à nous, celle qu'on finance Time for the Planet, réussit et c'est génial, elle gagne plein d'argent, elle nous fait faire une plus-value, encore une fois, qui n'est pas distribuée aux actionnaires Time for the Planet, mais qui remonte à Time for the Planet et qui va servir à financer les suivantes, enfin les entreprises suivantes. Soit, malheureusement, et vous le savez très bien dans le milieu de l'investissement, soit l'équipe est pas top, le product market fit est pas dingue, ça prend moins bien que ce qu'on voulait, etc. Ça fonctionne pas, mais c'est pas grave parce qu'on aura libéré l'innovation et qu'il y aura peut-être 14 autres entreprises dans le monde, en Chine, en Inde, en Afrique du Sud, au Canada, qui seront montées, qui sont en train d'améliorer l'innovation, de la copier et de gagner de l'argent. Et donc c'est génial parce que c'est autant de CO2 et de méthane captés au niveau de la planète. Et en fait, sur cet enjeu-là, tout ce qui est capté ailleurs qu'en France, c'est des degrés en moins à Paris. Donc il faut absolument coopérer sur le sujet et on s'en fiche complètement s'il y en a d'autres qui s'enrichissent. Au contraire, on mise sur le côté égoïste de tous les entrepreneurs de la Terre qui vont y voir une opportunité business de s'enrichir et qui vont être incités à copier. Alors après, ça demande pour nos entreprises à nous d'avoir un modèle d'affaires, enfin un business model qui soit compatible avec l'open source pour pas se tirer une balle dans le pied, mais c'est vraiment essentiel. Et petit kiff supplémentaire, c'est que du coup, le taux de retour pour la planète qu'on mesure n'est pas mesuré que sur les 100 boîtes qu'on crée, mais sur les 100 boîtes qu'on crée, plus toutes celles qui les copient via la licence, qui acceptent qu'on mesure leur impact. Ce qui veut dire que ça fait un TRP complètement exponentiel et que l'impact de 1 euro mis dans Time for the Planet est complètement dingue. Et je finirai avec le dernier élément un peu disruptif qu'on a mis en avant. C'est qu'on se construit comme un mouvement citoyen, en plus d'être une entreprise. Ça a 2 impacts. Le premier, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui nous disent « j'ai mis de l'argent, mais je veux apporter mes compétences et du temps ». Et donc, on a créé une galaxie de l'action
avec des planètes, des comètes, donc ce sont des viviers, des groupes d'action, projets, etc. On a plus de 1000 bénévoles qui nous aident. Par exemple, on a une planète codeur, une planète traducteur, une planète réseauteur B2B. Et en fait, au quotidien, ce sont des gens qui s'organisent entre eux pour nous aider, pour faire accélérer. On a énormément de gens qui, au quotidien, donnent 2, 3, 5, 10 heures par semaine pour nous aider à développer la notoriété et à lever des fonds. Et donc, tout va très, très vite. Et le pendant de ça, c'est aussi que quand on va choisir une innovation, on va la faire passer par tout un process de sélection, comité scientifique, test marché, etc., éthique. Et ensuite, on va la faire voter en assemblée générale à l'ensemble des associés. Donc aujourd'hui, 7000 personnes, bientôt 70 000, bientôt 7 millions de personnes. Bon, tout le monde va donner son avis. On pourra revenir aussi sur comment on va faire ce vote. Mais ce qui va être intéressant, c'est que du coup, ça fait un test marché direct et ça fait un débouché marché. En général, les fonds d'investissement, vous avez 3 polytechniciens de Zénarc qui mettent le doigt en l'air et disent bon, le vent c'est par là, on va dire qu'on va investir là-dedans, ça a l'air de marcher. J'ai rien contre, hein, moi mes copains font ça, il y a aucun problème. Mais nous, l'idée c'est que quand vous avez une validation qui est faite par 70 000 personnes et toutes les grosses boîtes du CAC 40 qui sont associées, dès le lendemain, vous avez la moitié qui appelle pour devenir client. Vous avez tous les grands groupes qui disent « Ok, comment on peut industrialiser ? Est-ce qu'on peut vous aider à faire un POC ? Comment on peut déployer ?» Et en fait, vous avez tout de suite un écosystème hyper investi qui va être capable de devenir client et de faire décoller l'innovation beaucoup plus rapidement que si elle avait à aller conquérir ses clients un par un. Donc en fait, ça donne aussi un débouché et une puissance au modèle qui est incroyable. Et ce mouvement citoyen nous dépasse tout le temps. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire. On veut ne pas trop l'incarner individuellement. Nous, on pense d'ailleurs qu'on ne sera pas forcément les bonnes personnes dans 10 ans pour gérer Time for the Planet. Nous, on est fort pour faire le 0 à 1. Mais il faut que le mouvement citoyen nous dépasse et que d'autres personnes s'emparent de cet objet. Et qu'on veut juste être le réceptacle de plein d'initiatives, d'envie, de volonté, d'enthousiasme, d'énergie, d'argent et le transformer en action. Mais le but, c'est vraiment que ce soit un mouvement qui nous dépasse comme une vague et qui aille contrer ce tsunami un peu qui nous attend en face, quoi. Aujourd'hui, vous avez investi dans zéro entreprise. Donc, tu arrives très bien à exprimer l'envie, à exprimer le rêve, à exprimer la vision de la société. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus maintenant des projets dans lesquels vous allez investir ? D'ailleurs, est-ce que vous allez vraiment investir dedans ou est-ce que vous allez les sourcer ou les cofonder, les créer ? Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Alors, je peux d'abord commencer par te dire un petit peu le scope et des choses qu'on regarde, et puis après je t'expliquerai un petit peu la méthode de sélection, si tu veux. Alors, le scope, il est très spécifique. Time for the Planet, c'est contre les gaz à effet de serre. Il y a 1000 problèmes dans l'environnement, et d'ailleurs il y a 1000 problèmes dans la société, la pauvreté, etc. Et d'ailleurs un jour il y aura peut-être un Time for the Planet, Time for Poverty, voilà, c'est des modèles qui sont réplicables. Nous, notre focus, c'est de se dire le dérèglement climatique, le réchauffement climatique plus spécifiquement, c'est la base de tout. C'est-à-dire que le plastique dans les océans, c'est grave, mais de toute manière, si on se prend plus 7 degrés, ce sera vraiment le cadet de nos soucis. De la même manière, la pauvreté, les inégalités, c'est grave, mais en fait, ça ne va faire qu'empirer le réchauffement climatique, ce niveau d'inégalité. Donc, on a un focus qui est très spécifique. C'est les responsables du réchauffement climatique sont les gaz à effet de serre, principalement le CO2 et le méthane. C'est contre ça qu'on veut lutter. Donc, on ne va pas sur les sujets de biodiversité, même si tout ce qui se passe est vraiment grave. On ne va pas sur les sujets de plastique et de pollution dans les océans, même si c'est très grave aussi. On va vraiment sur capter ou non émettre du CO2. Et donc l'équivalent CO2. Pour ça, on s'attaque sur un scope sur 5 grandes verticales qui sont responsables de toutes les émissions, donc l'énergie, l'industrie, l'agriculture, le transport et le bâtiment. Ce à quoi je rajouterai un petit truc supplémentaire qui est le numérique, qui grossit, un rapport du Sénat qui explique ça très bien et qui prend de plus en plus de place et qui en fait, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas tant dématérialisé que ça et émet énormément de CO2, notamment le streaming. Coucou Netflix. Donc ça, c'est les secteurs sur lesquels on intervient. Et ensuite, il y a 4 leviers qu'on essaie d'activer. Le premier, c'est tout ce qui est produire sans émission, donc ce qu'on appelle le zéro carbone. Donc c'est produire tous nos biens et services autrement, sans émettre de gaz à effet de serre. Le deuxième, c'est l'efficacité énergétique. Ça, c'est plus moyen terme. C'est en se disant, le temps qu'on trouve comment produire toute l'énergie de manière décarbonée, il faut de toute manière en utiliser le moins possible. D'où le besoin d'efficacité énergétique. Le troisième levier, c'est la sobriété. Sobriété ne voulant pas dire décroissance et on arrête tout. C'est juste se dire on fait des produits qui ont une durée de vie plus longue, on fait des meilleurs produits qui sont moins cata et qu'on jette pas toutes les 2 semaines.
Et le dernier levier, c'est la captation. Et donc ça, on en parle assez peu, mais le GIEC l'indique. Si on veut rester en dessous de 2 degrés, il faudra capter le trop émis, parce que de toute manière, on a trop émis. Et donc ça, c'est comment on transforme tout le CO2 ou le méthane qui est dans l'air. On le transforme, on l'enfouit, on l'enlève de l'atmosphère pour limiter le réchauffement climatique. Donc ça, c'est notre scope. On veut vraiment que des innovations qui ont un impact direct. Par exemple, si vous faites une appli pour sensibiliser sur le réchauffement climatique, c'est très bien, mais ça a un impact indirect. On ne pourra pas mesurer le changement des comportements et combien de tonnes de CO2 n'ont pas été émises. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on cherche comme innovation. On cherche des innovations qui sont à la fois high-tech, low-tech ou juste de business model. Je vous donne des exemples de choses qu'on regarde. Il y a par exemple pas mal de boîtes aux États-Unis qui réfléchissent à comment stocker les datas autrement que dans des data centers qui sont extrêmement émetteurs de gaz à effet de serre parce qu'ils consomment énormément d'énergie. Eh bien, si on le stockait sur de l'ADN synthétique, donc pas de l'ADN d'être humain, mais de l'ADN synthétique, l'intégralité des datas du monde tiendrait dans le coffre d'une voiture. Donc là, tout de suite, on se dit, c'est complètement révolutionnaire. Donc ça, c'est très, très high-tech. On a des choses, par exemple, sur la chimie, où aujourd'hui, le ciment est responsable de 5% des émissions de gaz à effet de serre. C'est l'équivalent de toutes les bagnoles sur la planète. Eh bien, nous, on a quelqu'un qui a créé une colle qui a le même effet que du ciment, mais sans ciment, justement, et qui permet d'agréger la matière de n'importe quel type de sol et de construire via une imprimante 3D. Donc, très rapidement, des maisons. Donc, on peut construire sans ciment. On a une boîte qui va aller capter le CO2 à la sortie des cheminées d'usine, le transformer en basalte et l'enfouir. On a une boîte qui va regarder ce qui s'appelle la chaleur fatale, c'est-à-dire la chaleur qui est dégagée dans une industrie par les machines, la récupérer et le transformer en électricité pour nourrir toute l'usine en électricité, donc du coup qu'elle autoproduit. On a des boîtes qui s'occupent, par exemple, de proposer pour toutes les bagnoles et tous les scooters existants un petit kit qui permet de les transformer en voitures électriques ou en scooters électriques. Du coup, on n'a pas besoin de reproduire toute une flotte mondiale de voitures et de scooters, on peut transformer l'existant. Voilà le type d'innovation qu'on regarde. Et donc, comment on les choisit ? Ça, c'est une excellente question. Comme je disais, on va chercher les innovations et elles viennent à nous. Donc, on a un réseau de partenaires, de laboratoires, aujourd'hui français, européens, bientôt international. Notre grande communauté de gens détecte aussi et propose de trouver les innovations. Donc, elles nous arrivent, les gens les soumettent sur notre site. Ou on encourage les gens à les soumettre, ça dépend. Ensuite, elles sont analysées par un réseau d'évaluateurs bénévoles qu'on forme. Donc aujourd'hui, on a plus de 500 personnes. On va très vite en avoir des milliers puisqu'on en forme plus de 50 par semaine. Ce sont des gens qu'on forme à notre grille de pré-analyse. Niveau de maturité, secteur, est-ce que c'est bien dans notre scope ou pas, est-ce que c'est pertinent. Ils nous font beaucoup de feedback, ils nous donnent des notes. Celles qui obtiennent les meilleures notes basées sur cette grille d'intelligence collective sont présentées au comité scientifique. Comité scientifique qui comporte 14 membres. On a fait la présentation le 2 décembre dans une grande émission télé avec que des pontes de tous les sujets qui mêlent à la fois des expertises très sectorielles et des expertises métiers. Et ils vont émettre une note également sur le potentiel, la faisabilité technique et scientifique. Une fois que ça s'est fait, on fait quelque chose d'assez original pour un fonds d'investissement, c'est qu'on fait des tests marché, mais on commande surtout pas une étude de marché au BCG. On fait exactement comme ce qu'on a fait pour toutes les boîtes qu'on a créées, on fait du gros hacking. Donc c'est des techniques, le fake it until you make it. Donc par exemple, si c'est une boîte en B2B, on va avoir une équipe de commerciaux qui pendant 3 semaines vont appeler tous les grands groupes qui seraient potentiellement clients et leur dire est-ce que tu achètes oui ou non, le produit existe. Et on voit combien de rendez-vous on arrive à faire tomber. De la même manière, si c'est un produit B2C, on va faire des fausses pubs Facebook, comme si le produit existait, et voir s'il y a des gens qui sortent la carte bleue. En fait, nous, on a appris dans toutes nos expériences précédentes que c'est pas parce que des gens disent ce truc est formidable, je vais l'acheter, qu'ils l'achètent. En revanche, quand le type sort la carte bleue, c'est qu'il est prêt à acheter. Et donc, on va vraiment faire des tests marché. Ensuite, l'un des 6 fondateurs va aller travailler pendant plusieurs mois avec l'équipe de cofondateurs qu'on a identifiée pour voir la qualité de l'équipe et la qualité de l'exécution. Donc pour initier vraiment le projet. Et donc là, à ce moment-là, il y aura 10% de 500 000 euros, enfin voilà, ou de un peu plus, qui sera mis pour tester. Et donc là, il y a la partie de test de l'équipe. Et si tout ça est concluant, il y aura une petite rencontre avec notre comité notre conseil de surveillance qui va s'occuper des aspects éthiques. Et quand tout ça est validé, à ce moment-là, nous, on monte une note d'investissement comme un fonds d'investissement, mais extrêmement ludique, extrêmement pédagogique, parce qu'elle doit s'adresser à un très grand public. Et là, on le soumet en assemblée générale en disant « Ok, est-ce que vous êtes prêt à investir entre 500 000 et 2, 3, 4 millions d'euros dans cette boîte en fonction de tous les retours que vous avez eus, donc la science, le retour marché, etc. » Et là, ce qui est très important, c'est qu'il y a un double vote.
Il y a un vote qui dit pour chaque euro, c'est une voix. Ça, c'est la loi, c'est obligé. Donc, mettons, Google, à un moment, a mis 200 millions d'euros dans Time for the Planet et toi, t'as mis 10 euros. Clairement, t'es pas majoritaire. Mais en revanche, il y a un deuxième vote qui dit c'est une entité, une voix. Et donc, toi, t'as autant de pouvoir que Google. Et du coup, ça permet de conserver le mouvement citoyen, ça permet de conserver la vision commune tout en acceptant des gros montants de la part des entreprises ou de qui que ce soit qui voudrait mettre beaucoup d'argent sans nous détourner de notre chemin. Et donc, c'est comme ça qu'est financée une innovation. Le parcours que tu viens de décrire, il semble très lourd, très très long, peut-être compliqué. Donc vous allez recevoir probablement énormément de dossiers parce que vous avez une grande communauté, parce qu'on parle de plus en plus de Time for the Planet. Donc vous allez avoir beaucoup de travail. Et je me pose la question, est-ce que vous allez avoir la discipline, après avoir passé peut-être plusieurs mois dans une société, de ne pas la soumettre au comité scientifique ou alors, est-ce que le comité scientifique va avoir la discipline de ne pas soumettre au vote cette société après tout ce travail, tout ce process, etc. Alors, en fait, de manière extrêmement simple, convoquer une assemblée générale avec 7000 personnes et bientôt 70 000, c'est un cauchemar à faire. Donc, je peux vous dire que quand on va convoquer une assemblée générale, on sera extrêmement convaincu que c'est la bonne chose à proposer. Et d'ailleurs, ça n'arrivera pas du tout tous les 4 matins, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment conçu comme un entonnoir. On reçoit déjà des centaines d'innovations. Alors, dedans, il y a plein de géo-trouve-tout, évidemment. Ça, c'est le problème quand vous ouvrez à monsieur et madame tout le monde. C'est qu'il y a des choses incroyables et il y a aussi tout et n'importe quoi. Et donc, le process et le rôle de pré-évaluateur, d'évaluateur, en tout cas bénévole, c'est qu'il trie et qui fasse émerger directement que ce qui a le potentiel le plus dingue. Donc déjà, il y a un énorme écrémage à ce niveau-là. Ensuite, le comité scientifique, il se réunit que 4 fois par an. Et on va pas lui proposer 70 innovations à chaque fois. Donc déjà, on va lui proposer que le meilleur. Et donc, les tests marchés et travailler avec des équipes, ça va se passer, je sais pas, maximum sur peut-être 6 boîtes la première année. Et donc, en fait, ce que on va proposer en assemblée générale, si on propose 6 ou 7 boîtes dans une année, c'est déjà monstrueux. Parce que, encore une fois, convoquer une assemblée générale avec autant de gens, créer une note qui explique pédagogique pour tout le monde, c'est un travail de chien, quoi. Donc, ça peut paraître assez lourd, mais il faut bien imaginer qu'il y a un écrémage successif qui fait que, évidemment, tout n'est pas analysé par tout le monde et que le rôle de ces évaluateurs en entrée de pipe est essentiel pour trier tout ce qu'on a. En revanche, ce qui est hyper important, c'est qu'on construit un outil, nous, où on met toutes les innovations qu'on a reçues, si les innovateurs le souhaitent, les notes, les commentaires, et on les trie. Et donc, pour tous les associés de Time for the Planet, notamment les entreprises ou les fonds d'investissement qui nous rejoignent, ils ont accès à cette base de données, qui en fait est extrêmement complète, mondiale, et qui est une veille d'innovation formidable. Et en fait, nous, on va investir dans très peu de choses par rapport à ce qu'on reçoit. Par contre, une entreprise, je sais pas, dans le bâtiment, va pouvoir aller trier innovation, bâtiment, contre le CO2, contre le ciment et niveau de maturité tel niveau, trouver les 14 trucs, voir qu'est-ce qui est pertinent pour leur métier, les contacter, peut-être les racheter, peut-être investir eux-mêmes comme un investisseur traditionnel, peut-être les prendre comme fournisseurs, comme clients, peut-être recruter des mecs. Bref, on va permettre à tous les innovateurs qui soumettent leurs idées d'avoir un feedback de la communauté, mais surtout d'être dans une base de données et d'être contactés par plein de gens. Et donc, si c'est pas Time, ce sera peut-être quelqu'un d'autre qui les financera ou qui leur permettra de se développer. Et est-ce que les sociétés dans lesquelles vous allez investir, elles existent déjà? Il y a déjà une équipe, il y a déjà un chiffre d'affaires, etc. Ou alors est-ce que c'est juste un concept, un chercheur dans un laboratoire qui veut développer une idée, qui recherche un CEO, un CFO, quelqu'un qui fait du marketing, etc. Alors ça, c'est très varié. Il y a des gens qui sont en labo, qui sont juste des chercheurs et qui n'ont pas commencé à réfléchir à devenir une entreprise. Il y a des entreprises qui sont en cours de constitution et des entreprises déjà constituées. Nous, on prend tout. Il n'y a pas de problème à condition qu'ils acceptent 2 prérequis qui sont essentiels à notre modèle. Le premier, et ça c'est le plus challenging, c'est qu'ils acceptent de passer leur innovation en open source. Donc quand il y a un chercheur, ça fait 15 ans qu'il cherche et qu'il allait déposer un brevet, c'est un petit changement de mindset. Alors ils sont toujours convaincus après une discussion, mais il faut un petit peu faire de l'éducation et de la pédagogie autour du sujet. Et la deuxième chose, c'est qu'ils acceptent qu'on entre en majoritaire. Donc, c'est plus facile d'entrer en majoritaire sur une boîte en création que sur une boîte qui a déjà 3 ans. Pour autant, on a un deal qui est assez surprenant, mais qui plaît beaucoup, une fois qu'ils l'ont compris, aux entrepreneurs et aux innovateurs. Le deal, c'est de dire, OK, en général,
et ça, nous, on le sait parce qu'on a levé des fonds dans nos boîtes précédentes, tu commences, entre fondateurs, tu as 100% de ta boîte, ou mettons 50% chacun quand t'es deux. Et puis tu vas faire un premier tour, tu vas lever 300, 500 000 balles, tu vas donner 20% de ta boîte, après tu vas faire un deuxième tour, tu vas lever une série A, tu vas redonner 15-20% de ta boîte, selon à quel point tu performes bien, puis tu feras une série B, une série C, bref, 7 ans plus tard, si tu as levé beaucoup de blé, il te reste 2% de ta boîte, t'es globalement un salarié du fonds et qui peut te dégager quand il veut. C'est désagréable. Nous, ce qu'on dit, c'est exactement l'inverse. On dit, nous, on va rentrer en majoritaire, pas pour t'emmerder, juste parce que, en fait, on veut garantir l'open source, parce que nous, c'est notre modèle. Par contre, tu vas monter la boîte comme tu veux, on sera un board, mais comme un board dans toutes les boîtes, quoi. On aura des objectifs qui seront fixés dès le début dans le pacte d'actionnaires, des objectifs de rentabilité et des objectifs de réduction des gaz à effet de serre, enfin en tout cas d'effet sur les gaz à effet de serre. Dès que tu as atteint ces deux objectifs et c'est marqué dans le pacte d'actionnaires dès le début, tu nous sors. Tu nous sors quand tu veux. Tu nous sors par réduction de capital. Donc tu trouves quelqu'un qui rachète nos parts, toi tu trouves une banque qui veut sortir, etc. Tu nous sors et tu redeviens majoritaire dans ta boîte. Nous, si tu nous permets de faire entre x2 et x6, on est content, parce que l'argent remonte à Time for the Planet, et on a libéré l'innovation, donc on a plein d'autres qui vont pouvoir copier, et le marché est créé. Tu veux nous garder, pas de problème, tu peux aller trouver, dès que tu as levé 10 millions avec nous, tu peux aller trouver plein d'autres fonds qui investissent à des conditions normales, et tu peux trouver d'autres... Voilà. Donc tu peux soit redevenir majoritaire, soit continuer dans le chemin traditionnel. Et donc, ok, tu commences pas majoritaire, mais tu le deviens après, au moment où c'est le plus intéressant, parce que c'est le moment où tu as besoin de donner des parts, ou alors c'est le moment où tu vas être autonome et ta propre croissance, tes propres bénéfices vont financer la suite. Du coup, tu seras, en termes de patrimoine, beaucoup plus mieux doté. Tu seras pas ennuyé par nous, tu peux nous sortir quand tu veux, et c'est pas nous qui allons te mettre la pression. On est sur une vision long terme, et donc c'est hyper intéressant pour un investisseur de faire le chemin inverse finalement. On rentre peut-être un petit peu dans la technique là, mais il vous ressort à quel prix ? Nous, dans les objectifs qu'on lui fixe, c'est atteint tel niveau de gaz à effet de serre, et une fois que tu as fait ça, tu peux nous sortir, et ça c'est une discussion au départ, si tu nous permets de faire un x2 à x6 sur notre investissement initial. Donc bon, après c'est des détails techniques, mais en gros, on t'a mis 1 million, tu nous le rends entre 2 et 6 et on est content. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'équipe, sur vous 6, et parler de rémunération ? Donc vous avez beaucoup réfléchi, j'ai l'impression, à la rémunération. Vous voulez tout faire pour ne pas passer pour des opportunistes et ne pas profiter d'une idée ou d'une cause à défendre pour pouvoir vous enrichir personnellement, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux nous développer cette idée ? Oui, alors ça a été des longs débats parce que on s'est demandé comment faire pour jamais être vu comme ça. La première chose, c'est que on s'est dit qu'on se payerait pas, donc on se fait 0 jusqu'à ce qu'on ait levé 10 millions d'euros. Parce que sinon, ça allait avoir un impact trop gros sur la levée de fonds. Du coup, comment on fait ? Pour certains qui ont revendu leur boîte, ça va, on n'a pas trop de loyer à payer. Et du coup, on fait des petites missions de conseil par-ci, par-là, et on gagne de quoi manger des pâtes. Il y en a d'autres qui ont des boîtes qu'ils ont créées précédemment, mais dont ils gèrent plus l'opérationnel et qui leur versent des dividendes, par exemple. Donc on trouve des moyens de subvenir à nos besoins pendant un certain temps. Après, le truc, c'est qu'on va pas pouvoir le faire éternellement. Et donc, on a marqué dans les statuts, et c'est déjà voté, voilà, que une fois qu'on avait levé 10 millions d'euros, on allait proposer lors d'une assemblée générale, donc auprès de tous les associés, une rémunération pour nous qui est déjà précapée à 4 SMIC. Alors, ça veut pas dire qu'elle sera 4 SMIC, parce que c'est beaucoup d'argent, hein, mais qui ne pourra jamais dépasser ce montant-là. Et ensuite, à nous de proposer un montant, et aux associés de dire oui ou non. S'ils disent non, faudra proposer moins, ou alors faudra qu'on arrête. Et s'ils disent oui, on pourra se le verser, mais ce sera en toute transparence. Et vraiment, la transparence, c'est une valeur fondamentale, à tel point que nos comptes, enfin tous nos documents juridiques, nos comptes rendus d'AG, etc., mais nos comptes en banque, pas personnels, mais les comptes en banque de Time for the Planet sont sur le site public. Donc les gens peuvent voir toutes les dépenses qu'on fait, par exemple. Et donc s'il y a quelqu'un qui trouve qu'on fait des dépenses pas correctes, il peut nous le dire. Donc vraiment dans une vertu de transparence, une volonté de transparence absolue. Et donc voilà, c'est vraiment une volonté. On a l'avantage aussi d'avoir via la Galaxie de l'Action plein de gens qui nous proposent des choses en pro bono. Des locaux en pro bono, venir faire des films en pro bono, de la traduction en pro bono. Donc on essaie de limiter au maximum les frais. Alors après, il y a des trucs qui sont très urgents et qu'il y a que des pros qui peuvent faire, et donc on paye des choses. Mais sur le moment, en gros, on a aussi capé les frais
Et ça, le conseil de surveillance y veille. Jusqu'à 10 millions d'euros, on dépensera pas plus de 10% en frais de structure. Et encore une fois, dans ces 10%, il n'y a pas de salaire. Hein. C'est vraiment juste payer pour de la communication, payer pour des avocats, des choses comme ça. Et une fois qu'on aura dépassé 10 millions d'euros, ce pourcentage va nettement baisser, évidemment, pour arriver à quelques pourcents seulement par an. Et tout sera communiqué, tout sera examiné en assemblée générale. Le conseil de surveillance valide tout. Est-ce que vous avez de temps en temps des propositions de personnes qui veulent vous rejoindre, qui veulent devenir associés de Time for the Planet ou qui veulent vous rejoindre pour devenir salariés? Alors des salariés, des stagiaires toute la journée. Mais on leur dit qu'on cherche pas quoi que ceci dit, c'est pas vrai. On recrute notre premier salarié là à partir de janvier. En l'occurrence, c'est pour monter des vidéos, puisqu'on veut aussi créer un média et qu'on tourne des vidéos avec tous les gens qui nous rejoignent. Donc Nicolas Hulot, Corinne Lepage, plein de gens qui comme ça qu'on interviewe et qui veulent donner leur avis sur l'environnement, sur Time. Et en fait, on utilise beaucoup le médium de la vidéo. Et donc, un de nos premiers salariés, qui est quelqu'un qui a une compétence qu'on n'a pas, nous 6, et dont on a besoin au quotidien, pour aller montrer aussi ce qui se passe côté Galaxie de l'Action. Voilà, ça c'est un premier salarié. On a eu une stagiaire, donc voilà, ça arrive. Des gens qui nous rejoignent en tant que cofondateurs, oui, on a souvent des propositions. Mais on essaie de trouver éventuellement des gens qui ont des compétences différentes des nôtres. Après, il n'y a pas grand monde qui peut quand même se permettre de gagner 0 € pendant plusieurs mois, voire années. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui deviennent ambassadeurs. Ça, c'est un statut un peu particulier. C'est ceux qui passent plus de 15 heures par semaine pour Time for the Planet, sur des sujets hyper variés en fonction de leurs compétences. Ça peut être du réseau, ça peut être de l'animation, etc. Et donc ça, on en a de plus en plus. On en a déjà 11 et ça va grossir. Et chaque année, on leur demande un compte-rendu de ce qu'ils ont fait et l'Assemblée générale valide leur rôle d'ambassadeur ou pas. Mais on n'est pas fermé, nous on veut discuter avec tout le monde et si on trouve quelqu'un qui a des compétences en réseau bien meilleures que le nôtre et on espère en trouver, il aura sa place au sein des keepers, donc les fondateurs, ceux qui gardent la vision. Et sans doute que, comme je le disais, dans 10 ans ce sera plus nous les keepers et c'est très bien qu'on l'ait pas trop incarné parce que quand il faudra gérer 500 millions d'euros, 14 boîtes et 14 pays, sans doute que c'est pas nous les plus à même de le faire. On sera ravis de le faire, mais sans doute qu'on aura beaucoup d'autres personnes bien plus compétentes que nous, bien plus emblématiques, capables de gérer tous ces enjeux-là qui prendront le relais. Et c'est très bien, on sera content de passer le relais, vraiment. Aujourd'hui, de quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Tu parlais de compétences particulières au sein des keepers, par exemple? Je dirais qu'on a 3 gros chantiers, exactement. Le premier, c'est lever de l'argent et obtenir les 10 millions d'euros très vite, dès 2021. Et donc pour ça, on a besoin d'un maximum de financiers, donc family office, business angel, fonds d'investissement traditionnels et de grosses entreprises qui mettent des gros tickets. Donc ça, c'est Mehdi et moi qui nous en occupons. Donc on rencontre, moi je pitch à des comex 3 fois par jour. Mehdi rencontre plein de family office, etc. Donc on a besoin d'argent, ça c'est le premier truc, sinon on ne pourra pas réaliser ce qu'on a proposé. Et les citoyens, c'est bien, et on va atteindre 2 millions d'euros très rapidement, mais pour autant, pour arriver aux 10, à un moment, il va falloir des tickets plus conséquents. Ça, c'est un gros premier chantier, la levée de fonds. Le deuxième chantier, c'est plutôt le côté préparer l'internationalisation. Et ça, c'est pas très simple. Même si on a beaucoup de demandes, donc on traduit le site dans toutes les langues, etc. Mais parce que d'un point de vue réglementaire, lever des fonds dans des pays comme les US, par exemple, c'est extrêmement compliqué. C'est déjà pas très simple en France. Il y a des barrières dans tous les sens parce que on rentre dans aucune case. On a inventé un modèle un peu hors norme. Et donc ça attire énormément de gens, mais en même temps c'est hors norme. Et donc par définition, c'est compliqué de rentrer dans les process habituels. Donc on a besoin de beaucoup de soutien de la part des ministères, de la part des personnalités politiques, publiques, pour qu'elles disent bah c'est bien, c'est nouveau, oui, mais c'est bien quand même. Et donc quand il va falloir faire passer ce truc-là juridiquement et financièrement à l'échelle, au niveau mondial, et je pense notamment aux États-Unis ou à la Chine, des choses comme ça, ça va être des sacrés challenges. Et donc ça c'est un gros besoin qu'on a, des gens qui ont déjà fait ça. Travailler sur des milieux financiers, des objets financiers comme ce qu'on a construit et les internationaliser. Parce que c'est une compétence qu'on n'a pas. Et alors on apprendra si on trouve pas quelqu'un qui sait le faire, mais c'est vraiment pas simple. Voilà. Et la troisième chose, mais ça c'est en cours de route, c'est récupérer un maximum d'innovation, détecter un maximum de possibilités pour que notre pipe soit dingue et qu'on puisse décrocher les petites pépites qui vont vraiment faire demain. Même si encore une fois, les gens me disent en fait vous voulez en créer 100 pour en trouver une, celle qui va tout résoudre.
Oui mais non, ça n'existera pas. C'est un peu comme attendre le Messie, quoi. Quand il faut décarboner toute la société et qu'il y a du carbone absolument de partout, il va en falloir bien plus que ça, en fait, des innovations, parce qu'il va falloir changer tout dans notre mode de vie, dans notre mode de production, dans notre mode de consommation. Et c'est pas un truc qui va tout résoudre. Et en plus, ce serait hyper dangereux, parce que si un truc résout tout et que ce truc se met à plus marcher, on est quand même dans une mouise totale. Donc, en fait, on adorerait être naïf et un peu fainéant et se dire on va se trouver le truc. Mais la vérité, c'est que c'est pas ça. C'est qu'il va falloir changer toute l'économie, qui est un problème, enfin, qui est basée sur un problème systémique, qui est que toute l'énergie et toute la production est basée majoritairement sur les énergies fossiles. Et donc, ça sera juste le début. Et on va arroser plein de petites graines en espérant que ça fasse bien d'autres graines et que ça donne des idées à plein d'autres. Si je suis investisseur de Time for the Planet, est-ce que je peux vendre ma participation à un moment donné ? Alors, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est pas un don. Donc, le but, c'est qu'on te rende ton argent. Et on va essayer de rendre à partir de 2030 1 euro pour 1 euro mis. Donc, en gros, si tu mets 1 euro maintenant et que tu le récupères dans 10 ans, tu auras perdu l'inflation, quoi. Mais tu n'auras pas fait de plus-value, tu n'auras pas eu de dividende, mais on essaiera de te rendre ton euro. La manière dont on va le faire, est-ce que ce sera via un marché secondaire ? Est-ce que ce sera tous en même temps ? Est-ce que ce sera les mêmes ? Est-ce que tu pourras récupérer tout, une partie ? C'est difficile de prévoir ça maintenant. On commence à y réfléchir. Mais les modalités juridiques et légales et techniques, on verra ça plutôt à partir de 2030. En tout cas, on ne rend pas l'argent avant 2030. Et on veut surtout pas créer une pyramide de Ponzi en disant c'est l'argent des entrants qui finance la sortie des autres. Parce que évidemment, c'est absolument très malsain. Mais donc, on espère plutôt que les bénéfices des premières filiales, en remontant à Time for the Planet, permettront d'une part de financer des nouvelles innovations, pour qu'on ne soit pas toujours dépendant d'une levée de fonds, et de rendre une partie de cet argent aux actionnaires qui en feraient la demande, parce qu'il y a plein de gens qui vont pas vouloir récupérer leur argent aussi, et continuer de le faire travailler. Donc ce qu'on dit, c'est qu'à partir de 2030, et si les actionnaires en font la demande, on essaiera de trouver des modalités techniques, juridiques, OK d'un point de vue légal, pour rendre 1 euro pour 1 euro. Sans aucune garantie, c'est marqué nulle part, parce que, encore une fois, c'est un sujet d'une complexité infinie, mais c'est la volonté qu'on a. Je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un marché d'acteurs financiers, d'investisseurs, qui sont capables d'investir sans contrepartie financière ? Par exemple, les banques ou les compagnies d'assurance, elles sont, ou les fonds d'investissement, c'est dans leur ADN, c'est dans leur construction même de devoir générer des intérêts, générer des dividendes pour ensuite les reverser à leurs souscripteurs. Absolument. Et du coup, c'est pas les premiers qui se précipitent, effectivement. Aujourd'hui, les gens qui viennent en courant, entre guillemets, c'est les citoyens, les entreprises et les family office. Pourquoi un family office ? Donc, oui, ce que c'est les fonds d'investissement familiaux. Ils ont beaucoup plus de liberté parce qu'ils ont juste à rendre des comptes à la famille. Et donc, en général, dans les générations plus jeunes des family office, donc en gros, papa ou papy a fait fortune, ou mamie, je sais pas, et les enfants sont extrêmement sensibles à ces questions d'impact et à leur futur. Et ils ont envie qu'une partie non négligeable de leur patrimoine familial soit investie dans des choses comme Time for the Planet. Donc ça, oui, parce qu'ils ont la liberté de le faire. Les fonds d'investissement traditionnels sont un peu ennuyés pour le moment, parce qu'effectivement, ils doivent garantir un TRI. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on propose plusieurs modèles. Soit ils peuvent reverser une partie de leur caride, donc l'argent qu'ils font en sortant en tant que fonds. Soit ils peuvent investir une partie de leur fonds seulement. Soit, voilà. Nous, on peut pas déroger au modèle en leur proposant un TRI à eux sans en proposer aux autres. Donc, on tient fermement sur nos principes, mais on essaie de trouver des modalités pour un peu contourner ça. Ça peut aussi passer par rencontrer leurs limited partners, leurs LPs, pour présenter Time et obtenir leur accord en disant « Ok, est-ce que vous acceptez sur cette participation ? On met de l'argent, mais qu'on ne prenne pas en compte son TRI pour ne pas dégrader, par exemple, le TRI du portefeuille. » Et une fois qu'ils ont l'autorisation, c'est possible. Mais effectivement, le chemin est plus difficile que chez un family office. Côté entreprise, en fait, on a une offre spécifique pour les entreprises. Alors, encore une fois, qui n'est pas différente de celle pour les citoyens, au sens où il n'y a pas de TRI non plus, etc. Mais on crée des synergies pour la boîte. Et du coup, c'est souvent les COMEX qui décident d'investir. Et du coup, c'est pas, même pour les banques, ça va pas être leur fonds traditionnel, ça va vraiment être le COMEX. C'est un budget qui est partagé entre l'innovation, la com, les RH et la RSE en général.
Et c'est les 4 portes d'entrée dans les boîtes. Et on propose plusieurs éléments qui leur créent qui leur apportent des bénéfices autres que financiers. Je vous donne un exemple. On a créé ce qu'on appelle le Climate Deal. Le Climate Deal, c'est ce qu'on propose aux entreprises. C'est à 3 niveaux. Il y a le niveau colibri, chacun peut faire sa part. Il y a le niveau de l'espace, le Climate Deal intermédiaire. Et puis il y a le niveau Core Partners. Donc là, c'est pour des investissements supérieurs à 2 millions d'euros. Donc on est plutôt sur les très grands groupes. Sur le Climate Deal Colibri, une entreprise, elle a sa page sur notre site web où elle va pouvoir raconter ce qu'elle fait en RSE et sur le carbone, et puis elle va pouvoir voir tous les associés individuels qui ont déclaré travailler chez eux. Donc le but, c'est de montrer un alignement des valeurs entre les salariés et la boîte. La deuxième chose, c'est qu'on lui communique son taux de retour pour la planète et donc tout le CO2 économisé, et ça vient enrichir ses rapports RSE et contribuer à ses efforts contre le dérèglement climatique. Dès qu'on monte sur le Climate Deal de l'espace, donc là il y a des tickets minimum en fonction de la taille de la boîte, ils ont en plus 2 choses. La première chose, c'est qu'ils ont accès à l'ensemble des innovations, comme je le disais, trier, analyser pour pouvoir faire une veille et trouver comme ça des choses à reprendre pour leur business. Et la deuxième chose, c'est qu'on leur propose de créer une planète à leur nom entreprise au sein de la galaxie de l'action. On va présenter Time for the Planet, proposer du team building à leurs salariés et proposer comme ça avec des outils, une plateforme d'engagement qui donne du sens et qui permet de fédérer tous les gens qui ont envie de passer à l'action en interne, un peu comme une sorte de club interne, une petite asso digital et physique qui va leur permettre de créer des synergies pour la boîte et pour Time for the Planet. Je donne un exemple complètement random. Créer un concert avec les musicos de la boîte, inviter, faire payer 10 € les salariés et leurs familles, l'argent est reversé à Time for the Planet et eux, ça crée un événement et une cohésion. Après, ça peut être des choses beaucoup plus pointues. Des grands magasins, on a une innovation de Time for the Planet, on est dans les tests marchés, ils demandent à tous leurs vendeurs de poser la question à 10 personnes dans le magasin et de leur faire tester le produit, de nous faire remonter tous les retours clients et 2 semaines après, on a un retour marché qui est incroyable. Donc, créer comme ça plein de petits projets qui vont nous aider. Et ensuite, sur les core partners, là, on fait vraiment des grands partenariats main dans la main, où il y a des événements communs, de la communication, de la formation pour leurs collaborateurs, des learning expeditions pour leurs cadres, pour qu'ils aillent découvrir nos filiales et qu'ils soient sensibilisés, des synergies industrielles, des co-investissements possibles. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'associer autrement. Et donc, en général, une fois qu'elles ont compris qu'il y avait des synergies autres que du financier, mais des choses très positives pour leur boîte, et en plus, évidemment, l'engagement pour la planète et un impact sur la planète, ils sont très, très motivés pour nous rejoindre. Est-ce que vous avez déjà pensé ou est-ce que on vous a déjà contacté pour rejoindre un mouvement politique ? Alors, on évite absolument la politique. Pourquoi ? Parce que en fait, on veut être un mouvement citoyen extrêmement transpartisan et qui rassemble tout le monde. Donc on dit pas non aux politiques au sens où on veut avoir tout le monde, mais on dit pas qu'on est de gauche ou de droite, on n'est pas écolo, personne n'est encarté. Nous, ce qu'on vote, à la limite, ça regarde personne. Par contre, on veut jouer avec le terrain de jeu actuel. De la même manière qu'on joue sur le terrain de jeu économique tel qu'il est actuellement en faisant quelques petits trucs créatifs pour accélérer, on va jouer sur le terrain de jeu politique tel qu'il est actuellement. C'est-à-dire que on travaille avec tous les gens en place. Nous, on a été reçus par la ministre des Solidarités, le ministre Cédric O, etc. Et on a besoin d'eux pour avancer d'un point de vue régulation, pour se faire connaître, pour avoir de la crédibilité. Donc, on va se faire auditionner à l'Assemblée nationale. Donc, on fait un travail de plaidoyer, d'affaires publiques, mais qui a vraiment pour vocation d'avancer parce que ce sont les gens au pouvoir. Et donc, les gens au pouvoir, c'est des clients potentiels, c'est des gens qui peuvent accélérer. Par contre, aller voir des mouvements, enfin, des partis politiques et travailler avec eux en direct, non. Si un parti politique veut nous rejoindre, devenir associé de Time for the Planet, donner de l'argent, bah, très bien, au même titre qu'une entreprise ou n'importe qui le fasse. Que nous, on fasse des choses pour les partis politiques ou qu'on en choisisse un et qu'on s'engage, non. Notre force, c'est de rassembler des gens extrêmement différents, de fédérer des gens extrêmement différents et de jouer sur le terrain de jeu économique et pas sur l'idéologie. D'ailleurs, par exemple, tous nos bénévoles, quand ils arrivent, on leur dit attention, ça s'appelle la galaxie de l'action. Si vous voulez venir pour débattre, faire un think tank d'idées de comment changer le monde et de est-ce que l'environnement c'est bien, c'est mal, est-ce qu'il faut faire le nucléaire, oui ou non, c'est pas du tout le sujet, c'est pas le bon endroit. Soit tu viens pour faire des actions, pour faire connaître Time for the Planet et nous aider dans notre mission, soit tu veux débattre et c'est pas chez nous. Et donc, on n'est pas du tout idéologue. Par exemple, on dit est-ce qu'il faut être pro-croissance ou pro-décroissance ? On n'en sait rien. À quoi va ressembler l'avenir dans 15 ans ? On sait pas.
Quel sera le régime politique? Est-ce que la démocratie va tenir? On espère, on sait pas. Ce qu'on sait, c'est que peu importe le régime politique en place, qu'on soit dans une phase de décroissance ou de croissance, en fait, on aura besoin d'innovation pour réussir ce challenge. Et nous, on veut juste être ce levier-là. Et donc, on ne répond pas sur les questions politiques. On s'engage pas. On n'est pas pro-décroissance ou pro-croissance. On n'est pas pro-nucléaire ou anti-nucléaire. On a nos avis personnels, mais ça ne doit jamais rentrer en compte dans ce mouvement. Nous, ce qu'on dit, c'est de toute manière, il y aura besoin de solutions. Point. Et nous, c'est notre job à nous, c'est ce qu'on sait faire de mieux, c'est ce qu'on peut faire tous ensemble. Après, si le mouvement citoyen, en revanche, au bout d'un moment, parce qu'on est extrêmement nombreux, arrive à être auditionné au niveau européen, arrive à être représenté dans les grands événements, aller voir le GIEC, présenter ce qu'on fait et avoir un poids au niveau médiatique. Ça, oui, on fera du lobby, mais on fera toujours du lobby dans le sens de ce qu'on fait, c'est-à-dire l'action, l'innovation et l'entrepreneuriat. On se mêlera pas de ce qui nous regarde pas. Enfin, c'est pas que ça nous regarde pas, mais en tout cas, c'est pas notre objet. Après, ça n'empêche pas que moi, peut-être que je vais faire des marches du climat le dimanche et que je vais voter d'une manière spéciale, mais on veut fédérer largement et donc du coup, on veut rassembler. J'ai vu qu'on pouvait offrir des actions de Time for the Planet. Je trouve ça une très bonne idée, une très bonne initiative et peut-être un très bon moyen d'engager une conversation avec un de nos proches en lui offrant quelques actions. Oui, c'est une demande qu'on a beaucoup reçue de la part de nos associés en disant c'est tellement génial que je vais en faire profiter autour de moi. Sauf que bon, en général, on offre une carte cadeau et c'est des euros sonnants et trébuchants. Ils ont dit, est-ce que vous êtes en capacité d'offrir soit pour mes collègues, soit pour ma famille à Noël, pour l'anniversaire d'un copain, des actions à Time for the Planet? Comme ça, je lui en parle et je lui offre 30, 50 euros d'actions. Et donc, on a regardé, et juridiquement, c'est possible de le faire. Et donc, effectivement, sur notre site internet, vous pouvez aller dire je voudrais offrir 30 euros pour ma grande-tante pour Noël. Alors, évidemment, si elle ne veut pas être actionnaire à la fin, on rend l'argent et elle le signe pas, mais c'est une petite carte hyper sympa, reçue comme ça sous le sapin. Et ensuite, elle a plus qu'à se connecter sur Internet avec le numéro, signer le bulletin de souscription, et c'est pas elle qui finance, mais c'est bien elle qui est actionnaire, donc c'est elle qui pourra voter, prendre les décisions, recevoir les reportings, les news, les vidéos du mois, tous les éléments qu'on donne à nos associés pour les tenir au courant parce qu'ils font partie de la boîte. Et donc c'est une des premières fois où on peut proposer à quelqu'un de devenir actionnaire comme un cadeau de Noël. Et d'ailleurs les boîtes s'en emparent puisqu'elles nous demandent beaucoup si elles peuvent offrir 10 euros d'action à chacun de leurs salariés. Et on commence même à réfléchir à un chèque. Vous savez, il y a les chèques cadeaux, il y a les tickets restaurants, et on commence à réfléchir et à voir si c'est possible de faire des tickets Time for the Planet pour les collaborateurs. Donc c'est la prochaine étape, un petit challenge marrant à faire en plus. Super idée. Eh bien, merci Colline d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir répondu à mes questions et je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci beaucoup. Je remercie une nouvelle fois Colline Debelle, cofondatrice de Time for the Planet. Alors, a-t-elle réussi à vous donner envie de participer à ce mouvement et à investir pour lutter contre le dérèglement climatique ? De mon côté, à la suite de ce podcast, je suis encore plus motivé pour continuer à faire bouger les choses. Colline m'a transmis une partie de son énergie. Si vous voulez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le noter 5 étoiles et vous pouvez aussi cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir automatiquement les prochains épisodes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'invités ou des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. D'ici la prochaine interview, prenez soin de vous, des autres et de la nature.